Pourquoi ne pas regarder ailleurs quelque chose pour raviver la flamme parmi les étoiles? Assez de ces rats à la compagnie si délicate, je préfère bien sûr ces crevettes de gala. Mais regardons plutôt ailleurs dans ces profondeurs abyssales. Parmi les horreurs de la mer s'y trouvent des créatures tout à fait sympathiques, quoique profondément extraterrestres, mais qui se prêtent volontiers au plaisir de la chair sous toutes ses formes. D'ailleurs, nous sommes pour eux des messies délicats. Il est temps, cher public, de parler de cette créature aussi souvent inspirée que carrément plagiée. Jusque dans son nom, loué soit le libre de droit, mesdames et messieurs, mes horizons me poussent à parler des délicates choses que sont ceux des profondeurs. Autrement connus sous d'autres termes, Shemdi, Nom Nom, Chaounlong, homme-poisson ou plus universellement profond. Un autre terme qui les décrit extrêmement bien serait poisson qui viole si on veut rester dans l'élégance. Physiquement, il est si simple de les décrire que cela en devient paradoxalement compliqué. Disons que les profonds sont des chimères, mélanges de poissons, d'amphibiens, parfois d'octopodes et même de reptiles. De ce fait, leur apparence varie énormément selon les interprétations et les circonstances génétiques. Leur taille est généralement décrite comme étant relativement humaine, bien que certains puissent atteindre des proportions titanesques. Quant à leur capacité, elles semblent à l'image de leurs rivaux les migos, extrêmement variables et sujettes à davantage de contradictions encore plus que les crevettes de l'espace. Commençons par l'évidence, tous les profonds sont biologiquement immortels. En tant que créatures marines, elles sont insensibles à la pression, d'excellents nageurs, disposent de griffes particulièrement tranchantes et d'une musculature bien plus imposante que celle des humains. Comparés à nous, ils sont très lourds, extrêmement robustes et possèdent des capacités de régénération variables. Récupération de blessures mineures, régénération de membres amputés, voire un retour d'entre les morts tant que le cadavre est immergé dans l'eau. Tout comme ils ne cessent de grandir pour atteindre des tailles monstrueuses. Bien que la diète les fait rapetissir jusqu'à les faire sombrer en léthargie. Bon, sur ce plan-là, il reste encore très loin de la capacité des migos. Néanmoins, ils possèdent la faculté de s'hybrider, tout comme leurs cousines les goules, mais en allant encore plus loin. Globalement, nos poissons qui marchent seraient capables de coucher avec à peu près toute forme de vie vertébrée. Et oui, techniquement, les profonds ont des tendances très zozo, avec des serpents, chiens, requins, singes, tout y passe avec eux. Ils kidnappent bien sûr hommes et femmes pour se reproduire. Sachez que aucun genre n'est épargné. Pour des résultats aussi divers que très rigolos en fait. Pour eux en tout cas. En somme, cette union donne naissance à un hybride possédant les caractéristiques de l'espèce non-Shendi. Ainsi, un profond qui s'accouple avec un serpent donnera naissance à un serpent. Néanmoins, la grande majorité des hybrides proviennent de relations avec des humains. Au départ, ils sont indiscernables d'une personne ordinaire, mais avec le temps, le gène profond prend lentement le dessus et les changements deviennent progressivement visibles. Yeux vitreux, démarches étranges, puis transformation physique de plus en plus marquée, jusqu'à en devenir monstrueux. La peau laisse place aux écailles, certains sont si avancés qu'ils en deviennent pratiquement des profonds avant l'heure. Et l'esprit suit le corps, ceux qui portent leur sang font des rêves étranges, ressentent inconsciemment le besoin de vivre près de la mer,
et finissent toujours par se diriger vers les poissons qui marchent par pur instinct grégaire. La transition est plus ou moins lente et surtout très aléatoire. Certains changent vers la trentaine, d'autres bien plus tard, tandis que chez certains, la transformation peut commencer dès l'adolescence. Cependant, comme chez les ghouls, cela ne se manifeste pas toujours correctement, car on peut se retrouver bloqué dans une forme intermédiaire, ou avoir le gène qui se manifeste que chez la prochaine descendance sans jamais disparaître. Et certaines sources affirment toutefois qu'à terme, le gène des profonds peut finir par se perdre s'il n'y a pas de profond pour remettre un peu de jus. Le processus peut aussi être accéléré par diverses manières. Généralement, les profonds aident leurs futurs confrères à s'éveiller de manière plus ou moins passive. Mais cela rend la transformation encore plus instable. Déjà que devenir un profond mentalement c'est éprouvant, au point de devenir fou, alors forcer le changement, ça empire encore plus les choses. Physiquement, les derniers stades sont atroces, comme passer d'une forme de vie à sang chaud vers un organisme à sang froid. Sentir ses os se tordre et se reformer. Puis, une fois le processus achevé, le jeune profond rejoint le reste de son espèce dans leur cité sous-marine. Certaines mutations sont particulièrement monstrueuses, même selon les standards de la race. Ailes de chauve-souris, tête de pieuvre en guise de visage, corps orphidien. Des formes s'éloignant totalement du physique d'un délicat Shendi. Mentalement, de tels individus sont très souvent limités, ou, pour être gentil à leur égard, on pourrait dire profondément étrangers. Néanmoins, les profonds et leurs alliés considèrent ces abominations comme touchées par les rêves du grand Cthulhu. Malgré leur difformité, ces élus sont relativement bien traités. Ensuite, viennent les hybrides issus de relations bestiales. Certains sont des créatures conscientes, d'autres de simples bêtes hybrides porteuses de ce sang béni. Disons qu'il existe de nombreuses variations et interprétations. Il y a par exemple les hybrides profonds requins, généralement décrits comme beaucoup plus violents et physiquement supérieurs à la moyenne. A l'inverse, ceux de la famille des delphinés seraient beaucoup plus calmes, plus intelligents et parmi les moins agressifs des poissons qui marchent. En revanche, tout ce qui relève de la faune classique font de très mauvais partenaires. Cela donne naissance à des bêtes éloignées des profonds, autant physiquement que mentalement. Par exemple, un serpent porteur de leur sang ne sera qu'un plus gros serpent agressif, avec quelques caractéristiques de poisson. Même les formes de vie proches de nous, comme les simiesques, produisent des résultats peu glorieux visiblement. Néanmoins, en forme de vie potentiellement intéressante et quelque peu documentée, ce sont tous ceux qui se rapprochent aux crocodiles et alligators, ainsi que diverses espèces issues des piranhas ou des orques. Concernant les races intelligentes comme le peuple serpent ou les ghouls, théoriquement une fertilité serait possible, bien que jamais vraiment abordée et encore moins expliquée. Et vu l'aminosité générale envers la poiscaille, ça finira davantage en massacre qu'en romance. Cependant, les tchotchos pourraient être de bons partenaires de lit. Mais je vois déjà votre déception. Bou bou bou, papa, maman ne portent pas leur sang. Donc impossible de devenir un glorieux poisson. Mais rassurez-vous, il existe des moyens détournés pour y arriver. Devenez un serviteur de Cthulhu, vous ressemblerez déjà beaucoup à leurs handicapés respectés. Sans vraiment l'être d'ailleurs. Autrement, priez sa femme, Idia. Qui sait, avec un peu de chance, vous serez des leurs si vous attirez son attention. N'y comptez pas trop quand même, sinon la sorcellerie peut aider à votre problème. Là où les migots dégagent un petit côté hypnobraille, certaines sources suggèrent que les profonds peuvent se la jouer vampire.
avec un venin capable de vous transformer en poisson qui marche. Néanmoins, certains d'entre eux, de leurs yeux vitreux, décèlent ce doux regard qu'émanent les cobras aux écailles de saphir. On ne sait d'ailleurs pas vraiment si les profonds dépendent réellement de d'autres espèces pour se perpétuer. Comme le reste, les sources se contredisent. Certains racontent qu'ils sont stériles entre eux et d'autres affirment exactement l'inverse. Néanmoins, tous ces mélanges génétiques font que quasiment l'intégralité des profonds portent sans le savoir des gènes créés par les étoiles de mer. Concernant leurs origines, c'est à l'image de leur biologie, relativement floue. On sait qu'ils ne sont pas une création des choses très anciennes, mais de la lignée de Cthulhu. Reste à savoir si ce sont ces larves stellaires ou le grand ancien lui-même qui les a engendrés sur Terre. En tout cas, ils ne sont pas considérés comme une race extraterrestre. Lors du déclin des anciens et de la construction de la cité de Liei, qui sombrèrent avec Cthulhu, suite à des événements inconnus, certains parlent d'une catastrophe naturelle, d'autres pensent simplement que le grand ancien s'est fait casser la gueule. Dans les deux cas, la grosse pieuvre sombra dans un sommeil quasi éternel. Ne restèrent alors que les profonds régnant dans les océans, et il était fortement probable que le reste des choses très anciennes se soit battu contre eux, du fait de leur milieu commun. Puis arriva les délicates crevettes de l'espace, qui elles aussi allaient casser de la poiscaille détestant tout ce qui touche à Cthulhu, ce qui donna lieu à plusieurs affrontements assez cocasses. L'une ne pouvant pas aller dans l'eau, l'autre ne volant pas en étant toutes les deux pataudes sur terre. À cette époque, bien sûr, pas d'humanité à l'horizon, et donc pas de ghoul non plus. Mais les profonds ne sont pas forcément les premiers adorateurs de Cthulhu sur Terre. Il existe le cas ambigu des proto-humains se déclarant ancêtres de l'homme. Et contrairement aux poissons, leurs origines sont purement extraterrestres. D'ailleurs, les Kénaniens sont aussi immortels. Les profonds ont vu l'ère des Orphidiens, leur chute, l'âge des Hyperboréens et puis celui de l'humanité telle que nous la connaissons. Mais cessons de nous perdre dans ce brouillard cosmique pour parler de quelque chose d'encore plus abstrait, leur société. Elle est aussi très paradoxale. En somme, pour résumer, ça serait une théocratie extrêmement stable, entièrement tournée vers le collectivisme, où chaque individu agit avant tout pour le bien de l'espèce. Et pourtant, malgré cette structure rigide, les profonds conservent une individualité marquée. La longévité de leur civilisation unifiée s'explique simplement que les conflits internes sont rarissimes, voire inexistants. Leur instinct de groupe y joue pour beaucoup et ils partagent un objectif en commun qui dépasse l'individu. Point de schisme religieux à l'horizon, car Cthulhu passe avant tout le reste. Ensuite seulement viennent les autres figures vénérées par proxy. Pour certains, il s'agit de ses progénitures stellaires et d'autres de son clergé avec ses petits prêtres, ses prophètes et les individus les plus gros et imposants de l'espèce. Parmi toutes ces figures, deux noms se démarquent particulièrement, Père Dagon et Mère Hydra. Tous les deux représentent l'autorité suprême de l'espèce, incarnant autant le pouvoir politique qu'ecclésiastique.
Cependant, leur nature reste profondément contradictoire selon les sources. Certains les considèrent comme des divinités mineures liées à Cthulhu, voire à des avatars de ce dernier. D'autres pensent qu'il ne s'agit que de titres honorifiques transmis de génération en génération, représentant davantage un statut social au sein de la société profonde que de deux individus immortels. Et honnêtement, toutes les interprétations peuvent coexister sans trop se contredire. Exception faite avec le cas de Pestiati, décrite comme la plus vieille de son espèce avec ses 80 000 ans. Alors que le couple dépasse facilement les millions. Après, ce n'est qu'un détail sans importance, puis cela ne rentre pas en contradiction avec les autres théories concernant ce qu'ils sont. Et peu importe leur véritable nature, symboliquement, Dagon et Hydra restent les représentants directs de leur divinité adorée. Après, concernant leur rôle exact, c'est extrêmement flou. Au-delà du fait d'être des guides spirituels et l'incarnation supposée du summum de la race profonde, on ne sait pas réellement ce qu'ils font. Certaines sources racontent que, comme leur maître, Dagon passe l'essentiel de son temps à dormir. D'autres le décrivent au contraire comme extrêmement actif mais totalement désintéressé par la surface. Hydra, quant à elle, est beaucoup moins vénérée en dehors des profonds, même parmi les cultes mortels. Plus distraite dans leur culture sous-marine, presque effacée face à son conjoint. Dans les rares descriptions existantes, Mère Hydra apparaît comme une espèce de déesse de la fertilité. Très impliquée elle aussi dans les affaires internes de l'espèce. Et malgré cette discrétion, Hydra a tout de même été vénérée par une communauté de ghouls, tandis que Dagon, lui, a traversé plusieurs religions humaines au fil des siècles. Concernant leur puissance réelle, c'est encore un immense brouillard. On connaît surtout leur taille titanesque, ainsi que de quelques pouvoirs vaguement mentionnés. Contrôle de la faune marine, influence sur les océans eux-mêmes. Une chose semble sûre cependant, c'est qu'ils sont bien au-dessus d'entités incarnées sous leur forme d'avatar, ou fortement diminuées comme notre adoré Glaki. Un autre aspect fondamental de leur religion est le pèlerinage. Tout bon profond doit au cours de sa très longue existence se rendre dans la cité engloutie de Riley, dans l'espoir vain de réveiller le dieu qu'ils adorent, sur le papier en tout cas. Car dans les faits, ça ressemble davantage à un gigantesque lieu de rassemblement où les profonds se croisent, discutent, échangent, puis repartent chacun vers leurs abysses après quelques semaines là-bas. Le reste de leur existence se résume essentiellement à 4 choses. La vénération, les sacrifices, propager leur trait d'eau et se reproduire. Et souvent, ils parviennent à faire plusieurs de ces charmantes activités en même temps. Bien sûr, ils s'adonnent aussi à d'autres passions comme l'art ou la méditation. D'ailleurs, lorsqu'on parle des cultes de Cthulhu, il y a presque systématiquement des profonds derrière. Dans l'immense majorité des cas, ce sont eux les véritables instigateurs de la secte. Comme la glorieuse espèce domine la plupart des mers du globe, leurs sectes sont présents un peu partout dans le monde. La seule véritable condition est la proximité avec une zone maritime ou côtière. De plus, il est extrêmement rare de trouver des poissons qui marchent loin de la mer. L'espèce semble rarement présente dans les eaux douces, même si certaines présences historiques ont été signalées au Centrafrique. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, avoir un littoral ne signifie pas automatiquement de leur présence. Bien sûr, lorsqu'on évoque les profonds, tout le monde pense immédiatement à Isthmus, la fameuse ville remplie d'hybrides dégénérés et de cultistes poissonneux. Le problème, c'est qu'Isthmus est devenu un cliché au point de résumer à elle seule toute l'espèce. Alors qu'en réalité, c'est presque rien, une colonie mineure parmi d'innombrables d'autres.
Juste le standard le plus célèbre qui n'est même pas si vieille que ça. La ville n'a existé que 200 ans environ avant de finir en ruine par l'armée américaine. On raconte souvent que les cultes de Cthulhu sont parmi les plus nombreux sur Terre, et ce fait est principalement imputable aux profonds, dont la population se compte probablement en millions, voire beaucoup plus. Retirer ce facteur et les sectes dédiées aux grands anciens deviennent soudainement beaucoup plus marginaux. Et puis, avoir le monopole du nombre ne signifie pas non plus d'être les plus puissants. Leurs foi peuvent prendre énormément de formes. Certaines sectes fonctionnent presque comme des corporations à la Pentex. Et d'autres ont infiltré indirectement certains États et nations. Le Japon, par exemple, fut particulièrement touché au cours de son histoire. Le cas le plus illustratif fut l'Océan Noir. Une secte liée à l'ancienne armée impériale qui entretenait des liens étroits avec eux. Ce qui a donné en prime une alliance avec une communauté de ghouls, elle-même en lien avec cette organisation. Mais dans la majorité des cas, il s'agit surtout de petites branches locales faisant leurs affaires discrètement dans leur coin. Même leur rapport à l'humanité varie énormément. Certes, beaucoup considèrent les humains comme de simples serviteurs, voire des esclaves, certainement pas comme des égaux en tout cas. Mais d'autres ont une vision presque compatissante. Ils voient l'humanité comme une branche dégénérée des profonds, des poissons ayant perdu leur chemin et estimant qu'un peu de sang marin pourrait corriger cette regrettable erreur. Au mieux, nous sommes des auxiliaires et leurs adorateurs ont la même perception que les profonds ont envers Dagon et Hydra. Des divinités manifestes ainsi qu'un exemple à suivre et une forme à embraser. Mais c'est certainement pas réciproque. Au pire, pour les profonds, nous sommes que des esclaves tout juste suffisants pour subir leurs effroyables cruautés. Car le viol, ce n'est pas seulement pour la reproduction. C'est aussi une manière de nous dominer, humilier, nous faire souffrir, autrement ce ne sont que du bétail, bon à être sacrifié ou même à être dévoré. Sur ce point, les poissons sont pires que les crevettes de l'espace moralement, car elles au moins sont profondément détachées avec un esprit purement clinique, totalement inhumain, alors que les profonds, malgré eux, ont tendance à des comportements humains. Dans l'extrême opposé, l'une d'entre elles voulait récupérer son enfant destiné à se transformer et à l'élever seul dans son coin, sans dépendre de la secte locale pour l'embrigader. Et les Shendy, pour s'infiltrer, jouent sur un problème dont ils apportent la solution. Une famine? En échange de les vénérer, tu auras beaucoup de poissons ou de l'or. Tu deviens dépendant, ensuite tu vas faire des sacrifices et à t'accoupler avec eux pour que le cycle se répète. En somme, c'est de sympathiques marchands de crack, ces gars. Néanmoins, les hybrides sont beaucoup mieux perçus vu qu'ils sont voués à les rejoindre en temps normal. Cependant, les personnes transformées en profonds par des moyens détournés, on ne sait pas s'ils sont bien vus ou au contraire. Tout comme les serviteurs de Cthulhu qui sont des espèces d'enfants du chaos autrefois humains. Plus précisément, c'est le stade final quand t'es un cultiste du gros poulpe ailé. Tu finis en tas de gélatine aussi obèse que monstrueux. Doué de l'immortalité, mais on sait pas ce que les profonds pensent d'eux, malgré qu'ils sont alliés. Ensuite, pour les autres espèces intelligentes, disons que c'est assez flou, dans le sens que si le peuple en question vénère Cthulhu, ça peut sympathiser, mais il risque d'être souvent perçu de la même manière que les humains qui les adulent. Mais parmi leurs alliés, on pourrait dire les Shoggoths. Pas forcément partenaires, mais plutôt domestiqués par les Tushas, des prêtres profonds, ou plus précisément des dresseurs capables de leur donner des ordres télépathiques par d'obscurs procédés. Néanmoins, servir un Shoggoth, c'est extrêmement dangereux, car à tout instant, la domination peut disparaître pour avoir une créature aussi énervée qu'épris de liberté, ou qu'un autre de son espèce va tenter de le libérer de son esclavage.
En dehors que d'être utilisés comme troupes de choc, ils servent les profonds de la même manière que durant le temps des étoiles de mer, hein. À savoir servir de bêtes de somme à la puissance que même tout un groupe de profonds ne saurait égaler. Et face aux sectes dont la foi est différente de la leur, les profonds vont juste s'occuper de leur cas, de manière plus ou moins violente, soit par proxy avec leurs contacts humains, ou d'hybrides qui peuvent facilement se mouvoir dans la civilisation. Et à l'inverse, quand le culte a des problèmes, les profonds peuvent décider de s'en mêler. Et c'est ainsi que le voyage s'arrête, mes chers. Quelle joie d'avoir mentionné nos rayonnants seigneurs et maîtres. Mais attendez, qu'est-ce que je raconte depuis le début? Je suis fou? C'est une race si glorieuse que ça? Mais regardez-vous, bande de poiscailles, vous êtes à l'image de votre dieu, des gros caca! Bon, déjà, quand votre sainteté se fait mettre au tapis par une catastrophe naturelle, et surtout par un bateau à vapeur, franchement, les profonds, faites pas les fiers, hein. Surtout quand le dieu en question est parmi les moins actifs dans le coin. Même la grosse limace fait plus de trucs. Et vous, ça fait des millions d'années que vous attendez à prendre le contrôle du monde et à ceux qui se réveillent. Mais les gars, vous ne faites qu'attendre en fait. De toutes les grandes civilisations qui ont occupé la planète, vous êtes certes celle qui a survécu car vous êtes encore là. Mais dans les faits, n'importe laquelle démonte votre civilisation de poissons qui violent. Les étoiles de mer, sans votre dieu, votre peuple se ferait juste balayer. Les chogottes, alors certes, vous les avez domestiqués par des moyens détournés. Mais il y a d'autres tas de gélatines qui vous détestent majoritairement. Les orphidiens, technologiquement, ils sont bien plus avancés que vous et leurs grands serpents étaient très actifs. Bon, après, certes, il y a eu un schisme et pouf, disparu, ils ont tous dégénéré. Puis t'as les types qui voyagent dans le temps et les crevettes de l'espace qui ont créé un grand ancien et qui règnent parmi les étoiles. Et la fameuse humanité, la technologie a largement creusé l'écart, hein. Alors certes, des bonhommes bâtons contre des gros poissons puants, c'était pas en notre faveur, hein. Mais dès que t'as eu l'armure et les bâtons de métal tranchants, là ça devenait plus galère de suite. Et maintenant on a des armes à feu, des tanks, là ça rigole plus du tout pour vous maintenant. Alors que n'importe laquelle civilisation citée plus tôt peuvent nous anéantir sans trop de soucis. Alors que vous aussi, d'une certaine manière, mais sur des échelles de temps si longues que de toute manière vous avez rien à faire, vous avez déjà gagné avec l'immortalité. Malgré votre incapacité à vous mouvoir longtemps sur Terre font que de nombreux endroits vous seront inaccessibles. Mais à l'inverse, votre race est presque intouchable dans ses profondeurs. Seules quelques espèces partageant ces mêmes milieux peuvent vous atteindre, tout comme la maladie et les armes biologiques pourraient vous décimer. Au final, à quoi bon vous dominez déjà les océans et la Terre n'a finalement que peu d'intérêt en soi. Au pire, ça va attirer des gros balaises. La contrée des rêves, vous y allez, il y a quasiment tout qui vous tombe dessus. Les chats, les maîtres de la nuit, les ougs, les divinités du coin, dont la plupart d'entre eux prend sans souci vos deux modèles de vertu profonds. Mais voilà, malgré cette vérité, je vous aime bien quand même, mes petits poissons qui marchent. Vous avez laissé tout un héritage derrière, de plagiat aussi éhonté que sans âme, à la grâce des Saturniens. Après votre poisseuse compagnie, je reviendrai sûrement sur une autre chose qui explique l'origine de l'humanité, dont une espèce qui paradoxalement a un récit très proche de celui des étoiles de mer dans son fond. Une chose où toute la matière est issue de lui, dont même un empereur ne saurait supporter de le contempler. Ou sinon, il y a toujours nos chers amis au regard si magnifique d'un autre énième empereur des glaces à raconter.